Aujourd'hui, on se lance dans un gros morceau, l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie au Québec. Un sujet fascinant. Vraiment. Pour commencer, dressons un portrait rapide. On parle de quoi exactement quand on parle de ce secteur au Québec? Les chiffres sont assez impressionnants. Oui, on a une contribution de 6,5 milliards de dollars au PIB du Québec. C'est pas rien. Non. Et ça, c'est avec environ 715 entreprises et presque 37 000 emplois directs. Et c'est hyper concentré, j'ai vu ça. 74 % dans la région du Grand Montréal. Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la structure du marché. Il y a une dualité. C'est-à-dire? D'un côté, on a les grandes multinationales innovantes que tout le monde connaît, là. Et de l'autre, on a des joueurs majeurs dans le secteur des médicaments génériques. OK. Et cette double présence assure une très grande résilience à l'écosystème. Et justement, le rôle des génériques, ça m'a surpris. Les chiffres montrent qu'en 2023, ils représentaient près de 80 % de toutes les ordonnances au Québec. C'est énorme, hein? C'est immense. Mais ça compte pour seulement 25 % des dépenses totales. C'est là que ça devient contre-intuitif. C'est un levier d'économie énorme. Sans les génériques, le système de santé ne pourrait tout simplement pas se payer les médicaments innovants. Ça change la perspective. Complètement. On découvre aussi que même des entreprises de génériques sont de grands investisseurs en R&D. Exactement, on parle de 55 millions de dollars par an. Wow! Ça brise l'idée que les génériques ne font que copier. Ils investissent dans des domaines comme les biosimilaires, des services de fabrication complexes. C'est cette diversification qui est une force. Oui, et des organisations comme le CQDM que tu as mentionné jouent un rôle de catalyseur. Un genre de pont, c'est ça? C'est ça, ils financent des projets qui font le pont entre la recherche universitaire et l'industrie pour s'assurer que les bonnes idées ne meurent pas dans un laboratoire. D'accord. Donc, on a un écosystème solide, mais qui a été pas mal brassé récemment. La pandémie a été un électrochoc. C'est le mot juste, un électrochoc. Ça a exposé notre vulnérabilité face aux chaînes d'approvisionnement mondial. On se souvient tous de la course pour les masques? Les masques, les tests, même certains médicaments. Et de là est né un mot d'ordre, l'autonomie sanitaire. C'est le défi central qui ressort de tous les documents, en fait. Le Québec a l'ambition de devenir un pôle mondial de biofabrication. L'ambition est là, oui, mais il y a un obstacle majeur. La main-d'œuvre. La pénurie critique de main-d'œuvre qualifiée. C'est le mur dont tu parlais. Les chiffres sont frappants. Une étude de Biotalent Canada estime un besoin de 15 500 nouveaux travailleurs au Québec d'ici 2029. 15 500. Et le plus inquiétant? Le plus inquiétant, c'est que selon les projections, on pense qu'on pourra pourvoir seulement 25 % des emplois nécessaires en biofabrication. 1 sur 4. 1 sur 4. On risque de se retrouver avec des usines magnifiques, mais vides. Et on ne parle pas seulement des chercheurs avec des doctorats, là. Non, pas du tout. Le rapport du sommet sur la main-d'œuvre insiste sur le besoin criant de techniciens spécialisés. Des gens formés, par exemple, aux bonnes pratiques de fabrication, les BPF. Exactement. Et ça, c'est la base de tout. Les BPF, pour simplifier, c'est la recette la plus stricte au monde pour garantir qu'un médicament est sécuritaire, lot après lot. C'est pas négociable. Et on manque de gens qui maîtrisent cette recette. En plein ça. C'est pour ça que des programmes ciblés, comme celui du Cégep Gérald Godin en biofabrication, sont des réponses directes à cette urgence. Et j'imagine que cette course au talent, elle est mondiale. Féroce. La compétition est féroce. Le Massachusetts a besoin de 40 000 personnes. Le New Jersey, plus de 42 000. OK, on n'est pas seul. Loin de là. Et c'est dans ce contexte qu'a été lancée la Stratégie québécoise des sciences de la vie. Parlons-en de cette stratégie, la SQSV 2022-2025. Le gouvernement y injecte 211 millions de dollars. Avec l'objectif de générer 4 milliards en investissement privé. C'est le plan de match officiel. Et ce plan est structuré en 5 axes. Oui, mais c'est quand on regarde où va l'argent que ça devient intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un déséquilibre qui saute aux yeux. L'axe 4, qui vise à attirer les projets d'investissement et à renforcer la capacité industrielle. Donc les murs, les usines. Voilà. Cet axe-là reçoit la plus grande part du financement, 91,4 millions de dollars. OK. Et l'axe sur le capital humain, les gens. L'axe 2 sur le capital humain n'a que 5,1 millions. Attends une seconde. 91 millions pour les briques et à peine 5 pour former les gens qui vont travailler dedans. C'est la question que ça soulève. On investit massivement dans les murs, mais est-ce qu'on investit assez dans les gens? C'est un pari, en fait.
C'est un pari risqué. Le gouvernement mise énormément sur la technologie pour compenser, et en particulier sur l'intelligence artificielle. Oui, l'IA. Une des sources qu'on a est une annonce du CQDM pour le programme Partenariat. Qui offre jusqu'à 500 000 $ pour financer des projets de recherche publics-privés en IA dans le secteur biopharmaceutique. C'est un exemple clair de la direction qu'on prend. Et est-ce que ça donne déjà des résultats concrets, l'IA? Absolument, l'impact est déjà là. Le rapport stratégique cite l'exemple d'Insilico. C'est une entreprise qui a réussi à amener plusieurs molécules en essais cliniques en seulement 4 ans. 4 ans. C'est rapide. C'est extrêmement rapide et pour un traitement de la fibrose pulmonaire, ils ont complété la phase 2 en 12 semaines. 12 semaines, là où les méthodes traditionnelles piétinaient. C'est une révolution dans la vitesse de découverte. C'en est une, et on voit les multinationales s'ancrer ici pour cette expertise. Merck, qui inaugure son Digital Sciences Studio au Canada, ce n'est pas un hasard. Et le côté de la fabrication, plus traditionnel. L'objectif d'autonomie devient tangible. On a des exemples comme le groupe Jamp Pharma qui acquiert une usine à Lévis. J'ai vu aussi le groupe Duchesnay qui installe une imprimante pharmaceutique à Blainville. Une imprimante capable de produire 150 000 comprimés à l'heure, un projet soutenu par Investissement Québec. Donc, on voit bien la stratégie. IA d'un côté, usine de l'autre. D'accord. Mais il y a un autre morceau du casse-tête, un peu plus complexe. Le cadre réglementaire. Il y a un acteur clé, le CPMB. Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. C'est un sujet délicat, mais Essentiel. essentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un gros conflit. En 2019, le gouvernement fédéral a voulu modifier ses règlements pour faire baisser les prix des médicaments brevetés. Et l'industrie a réagi. L'industrie a contesté ça devant les tribunaux en disant que ça nuirait à l'investissement et à l'accès à l'innovation. Et le point tournant, ça a été une décision de la Cour d'appel du Québec en 2022. Exactement. La Cour a invalidé 2 des 3 principales mesures proposées par Ottawa. Celles qui étaient les plus contestées. Oui, surtout celles qui exigeaient la divulgation des rabais confidentiels. La Cour a jugé que le fédéral dépassait ses compétences. Alors, quelles sont les conséquences de cette décision pour le Québec concrètement? Ça crée pour le Québec un environnement réglementaire qui est temporairement plus stable et plus attractif pour les compagnies innovantes que ce que le fédéral avait prévu. Donc, un avantage concurrentiel un peu par accident. On pourrait dire ça. Ça peut influencer positivement les décisions d'investissement en R&D, mais, et c'est un gros mais, C'est fragile? c'est un avantage fragile. L'incertitude demeure au niveau national. Bon, on a couvert beaucoup de terrain. Si on devait résumer, que doit-on retenir de tout ça? Pour moi, le secteur pharmaceutique québécois est un moteur économique puissant avec une base vraiment solide. Mais Mais il est confronté à un défi majeur de main-d'œuvre et il répond avec une stratégie très ambitieuse qui mise tout sur l'IA et le renforcement de sa capacité de production. et l'attention principale, si on la résume en une phrase. L'attention est claire. Le succès des investissements massifs dans les infrastructures, les nouvelles usines, dépend entièrement de la capacité du Québec à résoudre la pénurie de talents spécialisés. C'est une course contre la montre. Totalement. C'est une course pour former les gens qui feront fonctionner ces technologies de pointe. Les documents qu'on a analysés soulignent aussi l'importance de ce qu'on appelle l'achat stratégique local. C'est une idée très intéressante. C'est l'idée que le réseau de la santé québécois devrait devenir le premier client des innovations produites sur son propre territoire. Devenir son propre meilleur client. Exactement. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Au-delà de la construction d'usines et du développement d'algorithmes, le plus grand défi pour assurer l'autonomie sanitaire du Québec ne résiderait-il pas dans sa propre capacité à devenir le premier et le meilleur client de ses propres innovations?